Table ronde, rencontre Ever 2021. Intelligence énergétique et efficience énergétique, quel équilibre pour la ville durable? Modéré par Nel Grosset-Passinet. C'est à vous. Bonjour. On revient sur la ville. Alors, on a vu pas mal de choses qui convergent par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, Emmanuel François, je suis le président fondateur de la Smart Building Alliance, for Smart Cities, association que j'ai fondée il y a 9 ans avec cette vision qu'il fallait associer le numérique avec la transition énergétique, voire environnementale, et qui aujourd'hui regroupe plus de 500 acteurs de manière totalement transversale en France, du bâtiment, de la ville, multifilière. C'est une organisation qui aujourd'hui est unique au monde par son essence, cette transversalité. Et depuis début d'année, donc la SBA est maintenant s'internationalise avec la SBA Italie, bientôt le Luxembourg. On est également présent à la Commission européenne et d'autres pays. Voilà. Bon, je vais essayer de porter une vision plutôt que des solutions. Tout d'abord, en posant le contexte. Le contexte, c'est qu'on l'a bien vu, on ne peut plus faire comme il y avait pendant 100 ans. Les limites sont atteintes. Et ces limites, elles repassent par repenser fondamentalement les bâtiments, les villes, en fait, nos modèles et modes de vie et nos usages. Et le bâtiment est au centre de cette transition. Je vais passer très rapidement, mais on peut en discuter plus tard. Mais personnellement, je vois 6 défis majeurs. Et ces 6 défis majeurs, c'est les 6 défis des 10 prochaines années, source des désordres sociaux majeurs dans le monde et qui nécessitent tous une approche systémique globale. Pour répondre à ces défis, le numérique est un outil, une solution. Un numérique maîtrisé, sécurisé, responsable. Il est clair qu'on ne peut pas aller autrement et on va vers un monde hyper connecté où tout citoyen, bâtiment, mobilité, territoire, équipement, infrastructure sera connecté en temps réel. Le temps réel est fondamental. On a vu des solutions aujourd'hui, on parle de données, mais les données doivent être traitées en temps réel. Et je reviendrai là-dessus. Alors, pour accompagner cette mutation, la SBA que je préside est à l'origine d'un cadre de référence R2S, Ready to Service, c'est-à-dire comment je pense un bâtiment, une ville, plateforme de service, comment j'apporte des services aux usagers. Et globalement, ce que je montre ici, c'est que maintenant, on assiste à une deuxième valeur. Il y a la valeur vénale. Eh bien, il y a une deuxième valeur qui est la valeur d'usage, ce qui correspond à partir du moment où on travaille sur la valeur d'usage, on trouve des nouveaux modèles économiques. Alors, pour travailler sur cette valeur d'usage, il faut un cadre de référence qui soit un cadre de confiance partagé par tous les acteurs. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est cet objectif de R2S et qui part d'un principe qu'on a vu petit à petit au cours des discussions, mais qui n'est pas dit fondamentalement. C'est qu'il faut une infrastructure numérique dans tous les bâtiments et dans la ville, et une infrastructure numérique mutualisée. Je vous demande à vous tous, est-ce que cette infrastructure numérique existe dans les bâtiments aujourd'hui? Non. Eh bien, on ne fera pas d'économie d'énergie, on ne fera pas de pilotage énergétique, on ne fera pas de recharge électrique de véhicules, on ne fera pas de pilotage global si on n'a pas cette fameuse infrastructure numérique. C'est le 4e fluide du bâtiment. Après l'eau, l'électricité et le gaz, c'est l'Internet. Par contre, si l'électricité, on a mis 40 ans pour la déployer en France, eh bien, il faut 3 ans à 5 ans pour la déployer. C'est l'enjeu des prochaines années. Et quand je dis la France, c'est le monde. Et ce n'est pas que les bâtiments, c'est aussi les territoires. Et quand on dit une infrastructure unique, ce n'est pas une infrastructure pour la sécurité, une infrastructure pour les ascenseurs, une infrastructure pour l'éclairage public, une infrastructure pour l'énergie. C'est une seule. Ce n'est pas l'infrastructure d'un opérateur d'énergie. Ce n'est pas l'infrastructure d'un opérateur d'eau. Ça n'en est qu'une, avec des données qui convergent vers cette infrastructure. C'est fondamental ce que je vous dis, et je pense qu'il faut avoir ça en tête, parce que c'est le début, effectivement, de cette transition énergétique et numérique. Et aujourd'hui, on vient avec une approche verticale, énergie, et j'associe le numérique, alors qu'en fait, il faut partir du numérique, et comment ensuite je plug ces différents services. D'où ce cadre de référence Ready to Service.
Ensuite, bien entendu, c'est l'interopérabilité. Et là, on parle de API, Application Programming Interface. C'est comment les API vont pouvoir communiquer entre eux. C'est fondamental. C'est ce que je dis à n'importe quel acteur, qu'il soit maire, qu'il soit gestionnaire de bâtiment, qu'il soit promoteur. Je lui dis, la donnée est au cœur de la transition. Et pour maîtriser cette donnée, il faut savoir ce que c'est qu'un API. Si vous ne maîtrisez pas cette API, la donnée vous échappe. Alors, je passe là-dessus, mais ce sera sur la présentation. Mais simplement, on traite à la fois de la connectivité, le cadre de confiance, donc sécurité des données et confidentialité des données, le management responsable des données sur toute la durée, et bien sûr, les équipements et interfaces. Simplement, pour que vous compreniez ce que je veux dire, eh bien là, vous avez un réseau d'un bâtiment collectif, logement collectif. En vert, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Madame Martin, elle a une box Internet et éventuellement, elle va acheter chez Leroy Merlin une box pour piloter sa maison, pour gérer l'éclairage, les roulants. Ça, ce n'est pas le bâtiment intelligent. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire un bâtiment intelligent et une ville intelligente. Ce n'est pas comme ça qu'on va agréger des données pour, par exemple, au niveau d'énergie, pour avoir un pilotage énergétique à l'échelle d'un quartier. Eh bien, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut une infrastructure numérique unique au niveau du bâtiment. C'est l'enjeu des prochaines années. Comme on a déployé une infrastructure électrique avec un operating system vers lequel convergent toutes les données. Tout à l'heure, on entendait le problème d'Enedis qui collecte les données. Eh bien, moi, ce que je dis aujourd'hui, même si effectivement ça déplaît, toutes les données doivent converger sur cet operating system. Comme sur votre ordinateur. Elles ne doivent pas aller chez un opérateur de service, quel qu'il soit, même s'il est d'État. C'est la souveraineté de chaque citoyen. C'est fondamental. Et ça rejoint aussi la cybersécurité. Si les données sont au niveau local, eh bien, il y a beaucoup moins de risques de cybersécurité. Et puis en plus, il y a un impact carbone. Si effectivement chaque donnée doit être dans le cloud d'un tiers, vous imaginez les transactions que ça nécessite et le poids carbone. C'est des choses fondamentales et aujourd'hui, effectivement, on est en train de les pousser à la fois au niveau du gouvernement, au niveau de la Commission européenne, au niveau international. Alors, pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, je vous ai dit, le bâtiment est une plateforme de services. Eh bien, en fait, il faut passer le bâtiment sur différents services. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à la SBA. On va décrire des services fondamentaux, comme l'énergie, avec R2S for Grid, c'est-à-dire on va décrire comment un bâtiment communique ses données énergétiques, comment on va pouvoir gérer les données ensuite au niveau du quartier. Si chaque bâtiment a un mode de transmission des données différente, on n'ira jamais vers des quartiers intelligents. Il faut que ça soit standardisé, que ça soit il y ait une méthodologie. Idem pour la mobilité, idem pour la gestion des espaces, idem pour la santé, idem pour la mobilité, pour l'assistance aux personnes, etc. Aujourd'hui, on est en train de prendre tous ces services et de dire quels sont les prérequis en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes d'application, donc en termes d'API, pour arriver à ces services et que ça soit résilient. C'est-à-dire qu'on ne soit pas lié à un industriel, un acteur, mais que ça soit interchangeable. C'est le but, c'est la garantie pour cette résilience. Sinon, il n'y aura pas confiance, il n'y aura pas adhésion des citoyens, et donc on n'y arrivera pas. Et on ne résoudra pas les problèmes que je vous ai cités au préalable. L'objectif, notamment, c'est de partager. Partager les bâtiments, partager la mobilité, aller vers des espaces privatifs et des espaces partagés. C'est de passer d'un taux d'occupation de 30% des bâtiments à 50 ou 60%. Ça ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas continuer de construire des bâtiments comme on le fait aujourd'hui. De artificialiser les sols. Idem pour la mobilité. Aujourd'hui, un véhicule est utilisé 5% du temps. Eh bien, il faut qu'il soit utilisé 50% du temps. Et pour ça, c'est avec un numérique responsable, maîtrisé. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut penser les activités. Smart Hospital, Smart Amphithéâtre, Smart Enseignement, Smart Learning, Smart School, Smart Housing, Smart Agora, Smart Office. On voit bien que toutes les activités humaines changent. Elles peuvent être locales et déportées.
eh bien ça veut dire qu'effectivement, il ne peut plus avoir des bâtiments qui soient figés. Il faut des bâtiments qui soient multiples, multi-usages, des bâtiments qui soient pluriels, hybrides, comme les réseaux. Alors, je vous ai dit que la donnée était au centre. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, il faut penser operating system du bâtiment, operating system du quartier. Vous allez me dire, mais il parle de quoi? Ça n'existe pas. Si, ça commence à venir. Et vous avez des acteurs en France, notamment, qui sont leaders sur ce domaine. Bien entendu, vous avez des grands acteurs comme Microsoft qui ont bien compris la manne et qui veulent être le leader de l'operating system du bâtiment ou de la ville. Mais ce qui est important, c'est que ces données, elles restent au niveau local, qui est une maîtrise. C'est l'enjeu des prochaines années. C'est ce qu'on appelle le digital twin. Alors aujourd'hui, vous connaissez l'iOS, par exemple. Et bien maintenant, on va parler aussi de l'OS du bâtiment. Cet OS qui va délivrer multi-services. Multi-services au niveau du bâtiment et au niveau du quartier et de la ville. Et vous voyez, ce qu'on arrive ensuite, c'est avoir des smart hospitals, smart homes, smart buildings, smart logistics, smart campus, avec une gestion, je dirais, maîtrisée, interopérable des systèmes, au service du citoyen. Pour un continuum des services, pour un partage des espaces, pour un partage des ressources. Cette notion de partage des ressources est fondamentale. On n'a pas le choix. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, c'est vrai qu'il y a des nouveaux métiers. Et donc, quand on met effectivement un système informatique dans une entreprise, eh bien, il y a un directeur informatique. Il y a une société qui s'occupe de ces systèmes informatiques. Eh bien, c'est pareil pour le bâtiment, c'est pareil pour la ville. Il faut un tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, c'est l'interface de l'usager avec les opérateurs de service. C'est lui qui est garant de cet operating system du bâtiment et qui va gérer les données pour le compte d'un tiers et qui va contracter avec les opérateurs de service. Quels sont-ils? Énergie. On a parlé d'Enedis. Eh bien, il contractera avec Enedis, avec Suez, avec tous les opérateurs de service au bâtiment et à la personne. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de vous dire que le modèle aujourd'hui, il doit être revu à 180 degrés. Qu'on le veuille ou pas, ça ne marchera pas sinon. Et c'est ça en fait ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de smart building et smart city, il faut partir du début. Et c'est ce qu'on dit à la SBA. C'est une approche peut-être iconoclaste aujourd'hui que je vous dis, mais je peux vous dire qu'en fait, on n'a pas le choix et c'est en train de se déployer. C'est ce que je vous écris ici. Face aux enjeux, c'est des changements à 180 degrés. J'ai plus beaucoup de temps, mais donc simplement ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, c'est plus de mixité, hybridation des bâtiments, hybridation des réseaux, réseau d'eau, réseau d'énergie, réseau de déchets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une gestion centralisée jacobine, mais gestion girondine. On a parlé tout à l'heure de DC et AC, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais vous allez comprendre. Mais pareil pour l'eau, pareil pour les déchets. Et pareil pour les espaces. Avoir des espaces partagés à l'échelle d'un quartier. C'est-à-dire qu'un usager saura quels sont les espaces qu'il peut partager. Et optimiser ces espaces. Grâce à des applications numériques. Et un exemple de disruption que j'appelle ici à Monaco. Je ne serai pas là demain. Mais clairement, regardez le journal de télévision. TF1, 20h, le 16 mai. Eh bien, vous verrez qu'enfin, on parlera du courant continu. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Mais en fait, c'est un enjeu mondial, un enjeu national. C'est ce que j'appelle aujourd'hui la troisième révolution industrielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en passant progressivement, partiellement au courant continu, on va tirer ces énergies renouvelables. On va effectivement réduire la consommation énergétique de 10 à 15%. On va réduire l'empreinte carbone des équipements de 10 à 15%. Plus de transfo ou moins de transfo. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle de recharge rapide. La recharge rapide est en DC. La mobilité urbaine est en DC. Les énergies renouvelables sont en DC. Le stockage énergétique est en DC. Les équipements électroniques sont tous en DC. Alors pourquoi demain, je vais stocker de l'énergie dans mes batteries, je vais faire du stockage d'hydrogène, je vais faire de la production énergétique
en DC que je vais convertir en AC pour la reconvertir en DC. C'est 10 à 15% d'énergie qui part en l'air pour rien. Et ensuite, je vais devoir refroidir tout ça parce que c'est des calories qui s'en vont. Vous comprenez? Et en plus, aujourd'hui, quand un équipement électronique pète, c'est quoi qui pète? C'est le transfo. Eh bien, aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont compris. Il y a un maire à Châteauneuf qui est parti là-dessus, qui a déjà fait du stockage d'hydrogène, alimente tout son éclairage public en DC et commence à alimenter des bâtiments en DC. Beaucoup plus durables. Et il y a un pays, malheureusement, dans le monde, qui a compris que c'était un enjeu mondial. C'est la Chine. Et c'est pour ça que je suis remonté. Parce qu'effectivement, quand je vous dis que c'est la 3e révolution industrielle, je le pense sincèrement. J'en ai parlé à tous les acteurs industriels que je connaisse. Il y a 2, 3 ans ou 5 ans, ils riaient. Aujourd'hui, ils rament et ils courent. Parce qu'ils ont compris que c'était l'enjeu. Et quand je parle d'hybridation des réseaux énergétiques, il en est de même pour l'eau. C'est d'avoir des réseaux locaux, avec un réseau d'eau grise et un réseau d'eau potable. L'eau potable, c'est 8% de la consommation globale. Or, on a 90% ou 100% d'eau qui est potable. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus durable non plus. Et on voit bien qu'il y a 20% de perte de l'eau dans les villes, 40% en milieu rural. C'est bien pour ça qu'il faut aller vers des réseaux hybrides. Cette hybridation, elle est fondamentale. Et pareil pour les déchets. Alors, je vais passer parce que je crois que c'est mon temps. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, pour accompagner cette mutation, il faut aussi changer de modèle. Sans avoir un discours révolutionnaire, j'aurais un discours d'évolution. Et de dire qu'aujourd'hui, on est sur un monde et des modèles qui sont sur la propriété. Je ne le remets pas en cause. Mais effectivement, avec le numérique, il faut travailler sur des modèles basés sur l'usage, l'économie de l'usage, basés sur des monnaies locales. Avoir de nouveaux indicateurs carbone, sanitaire, environnemental, sanitaire, qui vont pister, effectivement, qui vont permettre d'aller vers une économie beaucoup plus régénérative, préserver les ressources locales, avec une application citoyenne. Voilà un petit peu mon message, c'est un peu le mot de la fin. Et ce que je veux dire, qu'en fait, ce que vous comprenez, c'est qu'en fait, le numérique n'est pas la fin en soi, mais c'est un moyen. C'est une vraie révolution. C'est ce que j'appelle, moi, là, une mutation civilisationnelle. Et ça génère, à mon avis, la 3e révolution urbaine. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut repenser la ville à l'ère du numérique. Ça ne sera pas du tout la même ville. On verra bien, mais dans 2050, je suis sûr, la ville de demain n'aura rien à voir avec les villes d'aujourd'hui. Et pour penser la ville de demain, il faut changer les lunettes. Et avoir des lunettes s'inspirant du digital. Et comment les hommes, l'humanité, vit à l'ère du digital. Et à ce moment-là, on repense la ville, et vous verrez, elle sera totalement différente. Merci. Merci à vous. Merci Emmanuel François pour ce plaidoyer, si je puis m'exprimer ainsi, sur une vision future de notre cité. Alors, comme on est extrêmement pressé et dans le jus, ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. On peut échanger. Et bienvenue à la SBA. Et puis, on aura l'occasion de vous réinviter naturellement pour témoigner de progrès. Alors, nous passons tout de suite à l'intervention suivante de Jean-Noël Laury, donc, qui est le président du syndicat départemental de l'Yonne, qui est le vice-président de la FNCCR en charge de l'innovation et qui est maire également d'une petite commune du Val-Mercy dans l'Yonne. Donc il va nous parler d'innovation sur son territoire, rapidement bien sûr. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Et puis vous dire que je suis très heureux d'être ici. J'entends des propos très intéressants, des déclamations très avant-gardistes.
Et je pense qu'il y a aussi un monde rural dont nous avons la charge, nous autres les présidents de syndicats. Et je me dis que la ville a son importance, et je souscris tout à fait, mais la ruralité aussi. C'est aussi l'équilibre social de notre territoire. Bien, donc je suis président du syndicat départemental de Lyon depuis 7 ans, enfin je suis président antérieurement à cela, mais depuis 7 ans nous avons fédéré l'ensemble des syndicats primaires qui étaient au nombre de 23, ce qui fait que notre historique est moins nourri, moins riche que certains, comme ce matin la Vendée et autres, qui sont beaucoup plus historiques que nous et qui d'ailleurs nous ont beaucoup aidés, je les remercie au passage. Notre rôle de syndicat s'inscrit dans le développement des nouvelles technologies permettant à nos communes de bénéficier des dernières avancées. Elles portent sur les réseaux d'énergie, télécommunications, transports, économie d'énergie et participent à la revitalisation du monde rural par le biais de nouvelles technologies. C'est d'ailleurs la commission innovation au sein de la FNCSR que je préside avec passion qui m'amène un peu à tirer ces propos. Avec une vision transversale concernant toutes les innovations dont les communes peuvent bénéficier, la FNCSR coordonne les actions concrètes que les adhérents pourront déployer sur leur territoire. Depuis 7 ans, le SDE regroupe toutes les communes de Lyon. Notre rôle premier est bien sûr la gestion des réseaux d'électrification et d'éclairage public. Mais nous avons bien compris que nous vivons une mutation très importante concernant la consommation énergétique à tout va. Nous avons conscience que notre devoir est d'agir pour pérenniser notre confort de vie tout en respectant les ressources naturelles mises à notre disposition. Nous avons donc très rapidement pris la trace de la transition énergétique et avons construit au sein du SDE des actions permettant d'agir pour encourager et accompagner cette mutation en utilisant nos ressources comme la taxe sur la consommation finale d'électricité que nous percevons. Ainsi, nous sommes structurés pour aider les communes à développer des outils nouveaux leur permettant d'être actrices de ces mutations, comme la mise en place d'un réseau de bornes de charge, la rénovation énergétique des bâtiments ou la rénovation de l'éclairage public avec des solutions connectées. Le plan stratégique du SDE pour le mandat qui court prend plusieurs pistes, notamment la mobilité durable. À la suite d'un schéma départemental, nous avons souhaité mailler le département en équilibrant bornes de recharge normales et bornes rapides. Grâce à la FNCSR, nous avons su fédérer à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons réussi, mais nous avons beaucoup moins de bornes que ma collègue de la Drôme l'a annoncé tout à l'heure. Nous sommes environ à 350 bornes sur la Bourgogne-Franche-Comté. Mais pour Lyon, c'est 120 bornes. Lyon, c'est 120 bornes. 100 bornes semi-rapides, 20 bornes rapides. Et puis, nous avons actuellement l'installation de 8 à 10 bornes, 150 kg, super rapide, 150 kg. Nous en parlerons un peu plus loin. Nous sommes aujourd'hui le territoire de Bourgogne le mieux engagé dans ce domaine. Aujourd'hui, 400 utilisateurs réguliers enregistrent près de 3000 charges par mois, contre 500 il y a 3 ans. Chaque mois, c'est 290 000 km parcourus en véhicule électrique grâce à nos bornes. Et je passe vous l'avez je crois, au niveau du bilan carbone. J'ai très tôt souhaité rendre notre réseau interopérable en rejoignant la plateforme Ubject qui nous permet d'accueillir des usagers venant de toute l'Europe. Préoccupés par l'innovation et le service à rendre aux utilisateurs, nous avons opté pour équiper, je vous dis, le département d'une dizaine de bornes de 150 kg. Nous avons également décidé de tester en exclusivité nationale la nouvelle technologie Plug and Charge. C'est-à-dire cette innovation en partenariat avec Ubject, qui est donc allemand, associé au constructeur portugais Efacec et le superviseur finlandais Virta. Ce Plug and Charge permettra lors du branchement de la prise de détecter spontanément l'identité de l'usager, sans aucune autre formalité. Le coût de la consommation sera dès lors automatiquement débité, un peu comme le thé quand on passe à l'autoroute. Ainsi, nous souhaitons également ces bornes dans des stations multi-énergie permettant de distribuer de l'hydrogène pour véhicules légers et lourds, du gaz naturel pour véhicules légers et lourds, ainsi que l'électricité pour les véhicules électriques. Voilà. Nous sommes des stations multiservices. Village Start-up. Nous souhaitons également créer une dynamique économique au cours des métiers de l'énergie et des réseaux, en formant et fixant des talents, créant de l'emploi dans Lyon autour de l'énergie et des réseaux. Et pour ce faire, nous accueillons des start-up orientées énergie dans des locaux disponibles du SDE. Nous accompagnons les agriculteurs dans leur transition vers l'énergie durable, la méthanisation, le syndicat s'en charge, mais également la SEM que nous avons créée. Au niveau du plan de relance en rénovation énergétique, un plan de 3,5 millions d'euros a été voté cette année
l'an passé, pour aider un peu à l'appel du président Macron, pour aider les communes à réaliser des économies d'énergie et baisser leurs frais de fonctionnement. C'est-à-dire que c'était l'appel à apporter une aide spécifique pour relancer l'économie du territoire. Ce plan permet d'encourager les communes à faire des travaux en faveur des économies d'énergie sur leurs bâtiments. Cette aide, un plan qui s'articule autour de 4 volets: l'aide à la rénovation et la construction pour les bâtiments publics, solaire photovoltaïque, autoconsommation, vente d'énergie, solaire thermique, investissement, et bois énergie, chaufferie bois, réseau de chaleur. Quelles sont les innovations concrètes mises au point à ce jour? L'éclairage public connecté. Nous avons rapidement compris qu'un enjeu important était d'allier transition énergétique et économie de fonctionnement pour nos communes. Dans le domaine de l'éclairage public, nous avons entrepris un plan de rénovation globale des communes en LED connecté. Ce dispositif permet de piloter à distance chaque luminaire, horaire d'allumage, retour de panne, gradation, etc. De plus, il permet d'optimiser l'usage du réseau d'éclairage public en l'ouvrant à d'autres services, bornes de recharge sur candélabres, vidéoprojection, etc. Ce projet, cette dynamique a été lancée il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous avons une centaine de communes qui sont complètement connectées. Nous avons 90 communes sous le coude et les demandes arrivent au fur et à mesure. Je pense que l'ensemble du département de l'Yonne sera très rapidement pris en charge. Autopartage en milieu rural. L'autopartage d'un véhicule électrique en milieu rural a été une autre innovation concrète proposée par le SDE en partenariat avec Renault Mobilité. Une première commune a mis à disposition une Zoé associée à la borne de recharge du SDE. Cette opération a été un succès avec une 50aine d'usagers réguliers. Je vous propose de visionner le dispositif, si tu peux le faire, Édouard. La commune de Périgny-sur-Armançon, après avoir installé une borne de recharge électrique, a décidé de mettre en place un service de véhicules partagés pour les habitants du village. À Périgny-sur-Armançon, nous avons souhaité étoffer les services que nous apportons à nos habitants par la mise en place d'une borne de recharge électrique pour tous les utilisateurs de véhicules électriques et spécifiquement par la mise à disposition d'une voiture en autopartage. Notre motivation, c'est d'accompagner les habitants de notre village à tendre vers des transports plus partagés. En ville, les habitants ont accès à des transports collectifs souples et fréquents. Ce n'est pas le cas à la campagne. Donc, dans la continuité de services déjà apportés aux habitants, nous voulons permettre à de nombreux habitants d'avoir une voiture partagée. Le véhicule partagé peut être utile pour les habitants de la commune qui souhaitent disposer d'un véhicule occasionnellement et éviter d'avoir par exemple un deuxième véhicule dans une famille. Pour un jeune adulte qui débute dans la vie active, pour rechercher un emploi, ou encore pour un dépannage occasionnel des personnes qui n'ont pas l'utilité d'un véhicule tous les jours. L'autopartage peut être instauré avec l'accompagnement du SDEY dans les communes de Lyon équipées d'une borne de charge et d'un véhicule électrique. Les avantages pour notre commune, ce sont premièrement de favoriser les placements partagés auprès de nos habitants et de les accompagner dans ce souhait d'une mobilité différente. Et deuxièmement, de faire de la pédagogie très concrète en mettant à disposition des habitants ce véhicule pour qu'ils se mettent en situation réelle de partager un véhicule. L'autopartage est un service souple d'utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il suffit de programmer sa réservation sur l'application Renault Mobility, puis de sélectionner un véhicule parmi ceux qui sont proposés. Et enfin, il vous suffit alors de confirmer la réservation. La réservation est faite, je vais me diriger vers le véhicule. À l'aide de mon smartphone, je me dirige sur l'application Renault Mobility. Je vais pouvoir venir ici choisir mes réservations. La réservation de la Zoé et je clique sur ouvrir le véhicule, ce qui va me permettre de le déverrouiller. Maintenant que mon véhicule est déverrouillé, je fais un rapide tour de véhicule et m'assure que le véhicule est en bon état. J'en profite par la même occasion pour vérifier l'état intérieur du véhicule ainsi que la propreté. J'ouvre la voiture dans laquelle je vais pouvoir retrouver la clé du véhicule ainsi que la carte qui va me permettre de déverrouiller la borne. Une fois la borne déverrouillée, je me dirige au niveau du câble que je vais pouvoir débrancher. Je fais la même manipulation du côté de la Zoé. À l'aide des sous-boutons, je déverrouille le câble de la Zoé. Je referme les deux caches.
Une fois le câble débranché, je le mets dans le coffre du véhicule. Je peux dorénavant accéder au véhicule. Je mets la clé dans le contact et en pressant le frein, je peux démarrer le véhicule. Et nous voilà prêts à partir. Donc pour réserver un véhicule, vous avez deux possibilités. Comme on vient de le voir, il y a l'application Pro Mobility sur laquelle vous allez pouvoir à la fois vous inscrire au service, réserver et déverrouiller votre véhicule, ou directement en mairie, vous allez pouvoir vous inscrire, réserver et récupérer un badge d'accès pour accéder au véhicule sans smartphone. Une fois le véhicule garé, je peux le rebrancher à sa borne en utilisant le câble situé dans le coffre. Ensuite, je remets la clé ainsi que la carte de recharge dans la boîte à gants. Je peux dorénavant fermer les portes du véhicule. Je peux ensuite clôturer ma réservation, soit directement via mon smartphone, soit en passant mon badge sur le lecteur. Le coût de ce service est multiple. Il y a d'abord l'investissement avec l'aide du syndicat des propriétaires des énergies de Lyon dans la borne de recharge. Ensuite, il y a la location de la voiture qui sera prise en charge par le conseil municipal. Et enfin, un service d'autopartage qui sera pris en charge par les abonnés. Voilà, c'est un exemple qui peut aider la ruralité profonde ou la ruralité tout simplement, parce que si nous voulons conserver nos personnes âgées, nos personnes vieillissantes et qui n'ont plus besoin de véhicules véritablement, ils peuvent, pour aller chez le médecin, pour aller chez le pharmacien, faire des courses, utiliser un véhicule commun. Et ça correspond un peu à ce que disait mon prédécesseur, que ça rentabilise un peu plus le véhicule, puisque c'est plus 5% d'utilisation, mais beaucoup plus. Voilà. Mais ça, c'est le monde rural. Bien, le SDE a commencé une réflexion pour la mise en place d'un projet d'autoconsommation collective pour ses propres installations. En effet, dans le cadre d'une réflexion de rénovation d'un bâtiment dans son devoir d'exemplarité que nous avons, autour des thématiques énergie, le SDE a volonté de mettre en place un projet innovant associant consommation et production d'électricité. Les consommations pourront se porter à plusieurs niveaux: bâtiment du SDE, éclairage public sous forme de showroom, véhicules électriques. Production pourra, quant à elle, se porter au niveau d'une toiture d'un bâtiment et d'une ombrière photovoltaïque pour l'ensemble des véhicules que nous avons chez nous. Nous avons également lancé un démonstrateur Smart Green et autoconsommation. Un des points innovants est également d'utiliser un stockage tampon, soit par bloc de batterie fixe de deuxième génération, comme tu disais ce matin, soit via les batteries de véhicules électriques. Ainsi, ces véhicules pourront à la fois consommer et injecter de l'électricité dans le réseau, selon le principe de véhicules Togren, qui permet à la voiture de restituer une partie de l'électricité stockée dans ses batteries pour optimiser le fonctionnement du réseau et pallier le caractère intermittent des énergies renouvelables qui consomment tant nos réseaux. Voilà. Alors, j'en aurais terminé là, mais ce que je voudrais rajouter, c'est que parallèlement à ça, j'en ai pas parlé, nous avons lancé un projet qui s'appelle Iconé, qui est un projet qui est lié à la Seine. C'est un projet qui va fabriquer du méthane de synthèse à partir du gaz carbonique que nous récupérons des centres d'enfouissement. Récupère le gaz carbonique. Nous faisons tourner des éoliennes qui ont des contrats avec de rachat, mais lorsque le contrat de rachat il est utilisé, on les débraye. Là, on ne va pas les débrayer, on fabrique de l'électricité. Cette électricité, on fait de l'hydrogène. L'hydrogène, on l'associe au gaz carbonique avec une bactérie et on fabrique un méthane de synthèse parfaitement utilisable dans les réseaux de gaz communs. Ça d'une part. Et d'autre part, également pour les liaisons douces, nous avons lancé, imaginé et lancé des, qu'on appelle ça, des vélos, oui, pardon, excusez-moi, des vélostations. Les vélostations, c'est quoi? C'est un abri qui est autosuffisant puisqu'il est alimenté en énergie par des photovoltaïques. Dessous, nous aurons une dizaine de bornes pour des vélos. Elles seront équipées de 10 vélos électriques et tous positionnés à une 25-30 km les uns des autres, permettre ainsi à du tourisme de venir dans notre département, aller d'un point A à un point B, déposer le vélo, repartir, on peut imaginer avec le train. Ça permettra d'une part de découvrir notre territoire, ça permettra de faire du sport simple, et puis ça permettra aussi de relancer un peu l'économie locale de notre ruralité avec l'hôtellerie, la restauration, etc., puisque c'est un outil qui a l'air de bien prendre auprès des communes et des communautés de communes. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition.
Merci Monsieur Loury pour cet exposé très complet sur l'innovation justement dans la ruralité qui fait bien entendu tache d'huile puisque les expérimentations que vous faites et que vous avez montrées sont bien entendu étendues ou souhaitent être étendues à l'ensemble du territoire de Lyon, si j'ai bien compris. Donc si on prend une question et ensuite on passe à l'interview suivante. Merci madame. Oui, bonjour, Stéphane Reich du port de Marseille-Fos. Plus fort. Je voulais juste réagir sur le projet de méthanation que vous venez de décrire, là, donc de l'idée de prendre de l'hydrogène vert que vous combinez avec du CO2. C'est déjà en place ou c'est sur le point d'être mis en place et c'est quelle dimension? On a, nous, à Fos, un projet qui s'appelle Jupiter 1000, j'en dirai 2 mots dans mon intervention tout à l'heure. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de savoir que vous allez aussi dans cette direction-là. La différence, c'est que nous, c'est du CO2 qu'on récupère d'une usine, alors que vous, c'est une autre source. Alors ce projet, si vous voulez, il a 3-4 ans de réflexion. C'est un projet que nous menons de front avec Storengy, avec Electrocae et puis avec Areva. Donc Areva, Electrocae et Storengy. Ce projet est finalisé, il n'est pas construit, hein, mais il est finalisé. Nous sommes au stade de la ratification des accords financiers, enfin des accords de retour sur des retours. L'accord financier de démarrage, tout le monde a, il n'y a pas de souci. Simplement, dans le cas de la réplication, il y a des retombées qui doivent intervenir et donc nous bagarrons les uns les autres pour que nous ne soyons pas oubliés. Voilà, c'est tout ça, mais ça doit se terminer dans les jours qui viennent ou peut-être les heures qui viennent puisque l'ADEME qui est l'Europe est financeur, l'ADEME est financeur et l'ADEME souhaiterait pouvoir mettre un cachet en bas de la page et valider complètement. Donc c'est à l'instant T quasiment fini, quoi. Et ensuite on démarrera ce projet. 10. Voilà. Mais c'était une réponse à un projet qui avait été lancé il y a 4 ans au niveau européen et qui avait été managé par Bercy. Et donc nous étions un certain nombre à présenter ça. Et puis petit à petit, on s'est retrouvé leader de ce projet, donc, leader avec ce projet. Et nous l'avons mené à bien. C'est mené par le syndicat et par la SEM qui a été mise en place également. Mais je vous dis, avec les 4 autres opérateurs. Nous sommes dans cette opération à 40% et 60% d'autres sont partagés entre les 4 opérateurs que je vous ai cités. Merci Monsieur Loury pour cette précision. Je vous en prie. On termine, éventuellement, vous êtes là demain. Oui. Donc s'il y a des questions, effectivement, donc, par rapport à ces projets, on pourra réaborder effectivement ces problématiques. Finissez. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais maire d'une petite commune, 420 habitants, c'est peu, mais j'y suis depuis 83, et je dois vous dire que la ruralité, pour moi, a un sens. Et que je pense que si nous voulons que notre territoire soit un territoire vivant, il faut que la ruralité ne soit pas mise de côté. Il faut absolument que la ruralité soit prise en considération et qu'elle soit dans tous les mailles, dans tous les schémas, qu'elle soit incorporée. On ne parle que de la ville, on ne parle que de ci, on ne parle que de ça. La ruralité, on l'a vu avec le Covid, la ruralité était vraiment une terre d'asile assez choyée. Merci. Merci à vous. Donc, dernière intervention concernant le programme de cette journée qui sera poursuivie par une autre table ronde sur les ports, bien sûr. Monsieur Gérard Seller, qui est le fondateur d'Immobilité, la société SAP Immobility. Je lui passe tout de suite la parole. Attendez. Bonjour. Pardon. Gérard Seller. Donc désolé, je suis le dernier. Je sais que c'est un peu difficile. Donc je travaille pour la société SAP, leader mondial du logiciel d'entreprise, et je suis le fondateur du logiciel de supervision que je vais vous montrer. Donc on est à Mougins. Je vous invite à venir parce qu'on est l'un des plus gros démonstrateurs de la région PACA. Pourquoi ? Déjà on a plus de 300 véhicules électriques de tout fabricant. On a une trentaine de fabricants dans notre parc. On a 50 points de charge sur site. On a également 80 kW de panneaux solaires, une batterie stationnaire et puis un labo. Donc l'idée en fait c'est de faire avec l'énergie qu'on a, que Enedis veut bien nous donner, de faire en sorte que tous les collaborateurs soient chargés, c'est-à-dire sur site 250 véhicules, en y intégrant du Smart Charge. Donc on a beaucoup parlé de Smart Charge. Nous on est un cas très concret de ce fameux Smart Charge. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une application en partant de zéro, sur notre cas d'usage à nous.
Donc ça a été le but déjà de référencer les points de charge disponibles, de monitorer la puissance de charge, de gérer les utilisateurs et puis surtout de rendre plus facile la recharge. Donc on a mis en place un système de QR code. Donc quand vous arrivez devant le point de charge, vous prenez l'application mobile qui est là, vous scannez votre borne et vous allez pouvoir démarrer votre charge. Donc ça c'est l'application mobile. On voit évidemment toutes les bornes de notre site. On voit également d'autres sites dans l'application. Avec le GPS, on va vous géolocaliser, donc on va vous dire quelle est la borne la plus proche. Ici, on peut aussi également voir tout son historique de session. On peut également payer en fin de charge. On n'est pas obligé de passer par la JREF, donc par l'interopérabilité, la plateforme française. On peut également aussi payer avec sa carte bleue, donc en fin de charge sur son application mobile. Le logiciel, il a aussi pour but d'augmenter le rendement sur l'infrastructure de recharge. Et donc, on va nous envoyer des notifications au démarrage à 80% de la charge et en fin de charge pour augmenter le turnover des véhicules. On a également un système de notification pour tous les administrateurs du réseau, donc quand une borne tombe en panne, par exemple, ou également dans l'itinérance, un mécanisme de notification en temps réel. On parlait tout à l'heure de temps réel et on est exactement là-dedans. La spécificité par rapport à nos concurrents, c'est la compatibilité avec plus d'une quarantaine de vendeurs, de fabricants de bornes. Donc on n'a pas de fabricant particulier, on n'a pas d'affiliation particulière. On fonctionne avec tout type de bornes de recharge compatibles avec le protocole global, que ce soit des bornes françaises ou européennes. Et on va certifier ces bornes. Donc le problème souvent, c'est que la borne fonctionne, mais la communication avec le logiciel ne marche pas. Donc on va tester tous les fabricants un par un dans le protocole et on va valider que l'utilisateur au final ne se retrouve pas bloqué devant son application. Au niveau de l'itinérance, on est compatible et certifié JREV côté CPO, donc Charge Point Operator, ou IMSP, donc les vendeurs de services de recharge. On travaille avec d'autres plateformes d'interopérabilité, donc Object en Allemagne, également eClearing, et d'autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est, comme disait la personne tout à l'heure, je ne sais plus son nom, c'est de pouvoir agréger plusieurs plateformes différentes et que ce soit transparent pour l'utilisateur. Les systèmes se parlent entre eux. Et enfin, on a une approche Smart Grid, donc tout ce qui n'est pas de la recharge et du ressort de la borne, on sait aussi collecter la data. Donc, ce qui est important aussi pour nous, c'est de savoir combien consomme notre bâtiment en temps réel, combien produisent nos panneaux solaires, combien consomme la pompe à chaleur, les compteurs d'énergie et la batterie stationnaire. Et en fait, notre algorithme, il va prendre en compte tous ces paramètres-là, il va les compiler et il va optimiser la charge à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins des utilisateurs. Voilà, donc ça donne ça dans l'application. On a en temps réel toutes les valeurs sur le site, ce qui vient de la grille en provenance de Enedis et tout ce qui est produit ou consommé sur site. On a fabriqué un algorithme de Smart Charge complet, donc on a 4 modes. Un mode de gestion de priorité, donc basé sur l'heure de départ de l'utilisateur. En fait, l'utilisateur, au démarrage de sa charge, va dire à quelle heure il veut partir et également quel est son niveau de batterie. Ça, c'est un premier mode. Le deuxième mode, c'est l'optimisation du prix. On a parlé tout à l'heure, heure pleine, heure creuse. On sait également faire de l'optimisation de prix sur un signal variable. On travaille avec Enedis là-dessus. Et d'autres, il y a des fournisseurs en ce moment, pour le particulier, on en parlait tout à l'heure, qui proposent un tarif variable au cours de la journée. Donc, on sait démarrer cette charge-là quand le prix de l'énergie est le moins cher dans la journée. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle du peak shaving, c'est-à-dire que si vous avez un tarif jaune limité à 100 kW, on va faire en sorte de jamais dépasser la puissance totale de charge sur ces 100 kW. Et je vais évoquer 2 projets pour terminer. Donc, on travaille pas seulement avec la France, donc l'Institut VDCOM de recherche français, mais aussi ILAD qui est aux Pays-Bas. On travaille sur toutes les nouvelles technologies d'accès à la charge, le plug and charge, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, c'est ce que, comme Tesla, on arrive devant une borne, on branche sa voiture et ça fonctionne. Nous, on veut le faire, ça, mais à niveau européen et pour les autres fabricants de véhicules. Donc là, l'idée, c'est que nous, fabricants de logiciels, on va aider tous ces membres ici dans le projet pour expliquer comment fabriquer un certificat, comment le stocker dans le véhicule, dans la borne et dans le smartphone et dans l'application.
Et puis enfin le projet à venir avec qui on travaille, donc Enedis, EasyVia, Schneider, JREV, donc ce sont les partenaires. Donc là il y a 2 lots. Le premier lot c'est donner nos données de notre site de recharge. Tout à l'heure on parlait des données. Pour information, toutes les données maintenant sont obligatoirement publiées sur le site de RTE Open Data. Donc je ne sais pas pourquoi tout à l'heure il y avait une discussion sur la propriété des données, mais en fait aujourd'hui quand on passe par le programme Advenir, qu'on se fait financer une borne, on a obligation de déclarer toutes ces données, évidemment anonymisées, dans l'espace public. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà fait aujourd'hui. Et enfin le lot 2, on parle beaucoup de smart grid et de charge bidirectionnelle. Donc on est en train de faire un proto avec aussi Enedis, pas seulement sur le CHAdeMO, je tiens à préciser. La prise CHAdeMO va disparaître en Europe, donc tous les projets que vous voyez sur Internet en charge réversible, c'est du CHAdeMO. Mais là, nous, on travaille sur le combo CCS réversible, donc un vrai cas de figure pour demain avec les bus ou des véhicules en combo CCS. Voilà, donc, et puis pour information, on supervise les bornes de la mairie de Monaco et on a étendu notre produit à la commercialisation. On a aujourd'hui une vingtaine de clients sur Marseille et dans les Alpes-Maritimes. Merci à tous. Merci beaucoup pour cet effort de synthèse rapide, Monsieur Seller. C'était brillant. Alors on voit effectivement qu'il y a énormément de projets, donc chacun de ces projets mériterait effectivement un échange avec la salle. De toute manière, nos débats ne sont pas terminés. Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes là demain, je veux dire vendredi. Ouais, oui, il y a Kenza qui est là, elle est sur le stand. C'est vous qui d'ailleurs, elle est là depuis ce matin, la pauvre. Je pense que vendredi, ça sera intéressant effectivement que vous veniez vendredi après-midi au débat. Donc, puisque là, il y aura effectivement des échanges avec la salle et bien entendu, toutes ces problématiques donc, seront débattues dans un détail plus important. Mais on voit... Pour l'ensemble, on va dire pour l'ensemble finalement des interventions qu'on a pu voir, on voit une évolution technologique quand même extrêmement importante, extrêmement rapide par rapport à il y a 2-3 ans. Oui. On voit qu'on va vers de la flexibilité, on voit qu'on essaye effectivement d'aller vers des opérations d'autopartage, c'est vrai à Monaco, mais c'est vrai dans la ruralité. Donc on teste, ce n'est pas qu'une question effectivement de concentration urbaine. Je pense que c'est un nouveau service, et ce sont des nouveaux services qui sont en développement, à la fois pour faire des économies d'utilité. Donc on essaye de faire en sorte finalement de ne pas acheter peut-être la 2e ou la 3e voiture à Monaco, donc puisqu'on n'en a pas forcément besoin. Et néanmoins, ça ne peut se faire que parce qu'il y a effectivement un développement de services associés. Voilà, donc les outils n'existaient pas encore, ils commencent à poindre leur nez, et c'est ce qui permettra effectivement demain d'aller vers un système un peu plus optimisé. En attendant peut-être effectivement des réseaux qui soient donc plus intelligents. C'est ça, l'idée c'est de digitaliser toute la chaîne de la production, distribution et transport. Digitaliser cette chaîne pour qu'au final on puisse charger tout le monde, évidemment pas en même temps. Exactement. Mais sans l'informatique, on pourra pas, sans l'algorithmie, on ne pourra pas arriver à optimiser suffisamment en tout cas. Et on aura des difficultés à la pointe, et ce qui nécessiterait des investissements complémentaires de réseau. Et oui, il faut aller vers l'informatique, et c'est vrai que nous on a rencontré beaucoup de difficultés entre le monde du bâtiment et le monde de l'IRBE. Et c'est vrai que quand on parle API, web service, en fait tous les géants du bâtiment ils sont complètement perdus. Et c'est vrai que là il y a un gros retard à faire. Il y a des connexions à faire et il faut aller vers le monde de l'informatique. Voilà. Et sinon ça se fera pas en fait. Il faut que le monde du bâtiment arrive à se transformer dans un monde informatique et que le système se parle entre eux. Ça c'est vraiment indispensable. Bien. Écoutez, je pense qu'on peut garder ça comme conclusion de la journée.